un candidat à la présidentielle. Nous allons avec lui avoir une très très longue conversation sur les grands enjeux de l'heure de notre nation, mais aussi sur les perspectives d'avenir et sur les propositions qu'il nous a amenées dans le cadre de sa présidentielle. Nous allons discuter avec lui et il va nous donner son programme et certainement il va devant vous expliquer comment il compte relever les grands défis qui s'imposent à notre République. Nous allons donc lui permettre aussi de répondre aux questions de journalistes parmi les plus talentueux de la République, des journalistes d'ailleurs que je vais avoir l'honneur d'inviter. Bonsoir Oscar. Bonsoir. Voilà. Comme je le disais, invité de marque, candidat indépendant à la présidentielle, M. Patrice Majondo Mwamba, que je vous dis ainsi fait. M. Patrice Majondo, bonsoir. Bonsoir. Vous avez accepté de venir nous parler aujourd'hui. Vous parlez à votre peuple. Vous parlez aux 100 millions de Congolais qui ce soir sont décidés à vous écouter. Ils veulent vous donner la part de la chance qui est accordée à tout Congolais des services en nation. Ils veulent entendre vos idées, peut-être les idées les plus importantes qu'ils n'ont jamais entendues. Ils attendent de vous les meilleurs de vous-même. Donc n'hésitez pas, dites-nous les choses qui sont les plus fortement ressenties au fond de vous, parce que c'est l'occasion. Il n'y a pas une autre ambition supérieure à celle-là. Merci donc d'être là. Ma première question, peut-être que là, ça va vous gêner, mais écoutez, je préfère que ça soit posé dès le départ. Comment un homme qui a réussi sa vie dans les sports, dans les business, accepte de se jeter dans l'arène? Tout d'abord, j'aimerais vous remercier de me recevoir sur votre plateau et de me donner l'opportunité d'échanger avec vous et votre audience. C'est un privilège, je vous remercie. Alors, pour répondre à votre question, très simplement, je suis un Congolais concerné. Ok? Un Congolais concerné. Ça fait plus de 10 ans que je suis dans le pays. J'ai eu l'opportunité de visiter le pays de fond en comble. Et aujourd'hui, le pays a un besoin nécessaire de pouvoir emboîter une nouvelle orientation, une nouvelle direction. Comme vous le savez, éventuellement, le Congo aujourd'hui joue un rôle extrêmement majeur dans l'écosystème mondial et surtout dans la sous-région. Le Congo a un rôle extrêmement important qui, avec ses 9 frontières plus l'Atlantique qui fait 10, fait de nous le pays le plus convoité au monde aujourd'hui. Mais pourquoi la présidence? Pourquoi seulement la présidence? Très simplement, un homme dans ma position, je pense que, humblement parlant, j'ai accompli tout ce que je pouvais accomplir. J'ai accompli des choses à des endroits où beaucoup de gens m'avaient compté comme perdant au départ, hein, que ce soit dans le sport, que ce soit dans les affaires. Mais j'ai pu travailler très dur pour pouvoir atteindre et accomplir ce que j'ai pu accomplir. Et étant aujourd'hui un Congolais concerné, je me pose la question, quel est le rôle que je peux jouer dans la société de mes concitoyens, hein, de mes frères et sœurs? Comment est-ce que je peux être d'une valeur ajoutée? Comment est-ce que je peux mettre à profit toutes ces substances et tout ce bagage d'accessibilité que j'ai pu construire pendant toutes ces années? Et je pense qu'aujourd'hui, la seule solution pour moi et la seule opportunité, c'était de pouvoir briguer la magistrature suprême. Absolument, absolument. Vous n'avez pas hésité, malgré que vous êtes quand même un novice en politique, vous n'avez pas fréquenté les rues poussiéreuses de Kinshasa pour battre le pavé. Vous n'êtes pas un peu inquiet par rapport aux autres qui sont, je peux appeler, des professionnels de la politique? Non, mais écoutez, alors j'ai reçu cette question plusieurs fois depuis mon annonce officielle. L'un dans l'autre, j'ai, dans mon travail habituel, en tant que consultant, j'ai eu l'opportunité de quand même côtoyer beaucoup de politiciens, hein, notamment dans le continent africain. Et effectivement, c'était une question qui avait été longuement mûrie. Hein, c'est pas les gens. C'est souvent... pas un caprice, quoi. Non, du tout, du tout. Les gens pensent que c'est quelque chose qui se décide en un jour ou 2 jours. Non, ça a été mûri pendant très très longtemps. Et aujourd'hui, le timing pour moi était parfait. Comme je dis, le timing pour moi, c'est parce que le Congo aujourd'hui joue un rôle essentiel. Et j'aimerais que
aujourd'hui que la population congolaise, que la jeunesse congolaise puisse être consciente du rôle qu'on joue, parce que si on ne l'est pas, on serait imposé des choses. Merci donc de cette première entrée en matière. Voilà comment va se dérouler cette interview. Nous voulons vraiment vous donner le temps de vous expliquer et vous allez répondre aux questions de mes confrères. Mais avant toute chose, vous ne venez pas à main vide, vous venez à cette présidentielle avec un programme, avec une vision. Nous allons vous donner quelques minutes, 5-6 minutes, pour que vous puissiez développer de manière synthétique, évidemment, ce que vous apportez, quel est le programme sur lequel, quelle est la solution que vous apportez? Sera-t-elle miracle, innovatrice ou déjà vue? C'est au peuple de juger. Mais pour le moment, nous vous demandons, si vous voulez, prendre la parole pour expliquer à ce peuple le programme ou la vision qui est la vôtre. Merci beaucoup. Alors, très simplement, je me présente en tant que candidat indépendant. Donc, je ne me présente pas en tant que parti politique. Et en tant que candidat indépendant, je lance un mouvement. Et donc, ça, c'est pour moi la chose la plus importante qu'aujourd'hui le peuple congolais, votre audience doit comprendre. C'est qu'on a mis en place aujourd'hui, c'est un mouvement qui sera révolutionnaire. Et comme je dis souvent, la Renaissance congolaise, cette fois-ci, elle sera télévisée et non pas racontée. Ça, c'est l'avantage qu'on a de pouvoir vivre dans l'ère qu'on vit actuellement, qui est un ère technologique. Et donc, dans mon programme de société aujourd'hui, j'ai 3 axes qui sont très importants. La première axe, c'est la jeunesse congolaise. Okay, pour moi, et c'est une réalité, la jeunesse congolaise qui regroupe aujourd'hui un peu plus de 60-65% de la population congolaise est complètement oubliée. Complètement oubliée. Elle ne joue aucun rôle dans la société. Elle est extrêmement passive et inactive. Okay? Et donc, dans ce programme, j'aimerais justement redonner à la jeunesse congolaise cette identité. Et c'est pour ça que je prends le leadership de la jeunesse congolaise. Aujourd'hui, je suis le leader de la jeunesse congolaise. Parce que j'ai décidé que assez, c'était assez. Et qu'il fallait absolument créer une nouvelle voie pour cette jeunesse. Ça, c'est la chose la plus importante. Redonner l'identité à nos frères et sœurs congolais. Les oubliés, les sans-voix. Alors, la plateforme qu'on lance, c'est Notre Congo, notre fierté. En anglais, c'est Our Congo, Our Pride. Okay? Et elle regroupe justement, comme je disais tout à l'heure, cette idéologie d'être fier de qui tu es, d'être fier de ta patrie. Ça, c'est quelque chose qu'on n'a plus aujourd'hui chez nous au Congo. Hein, moi, ça fait un peu plus de 10 ans que je suis là. Et je me rappelle, étant plus jeune à l'école primaire, à Lubumbashi, quand j'allais à l'école, la première des choses qu'on faisait, c'était chanter, à l'époque, c'était l'hymne national zaïrois. Je pense qu'aujourd'hui, ce n'est pas trop dans l'actualité dans les écoles au Congo aujourd'hui. Ce qui fait que ça a pris quand même beaucoup de cette fierté, de cette identité hors de notre jeunesse. La deuxième des choses, c'est de pouvoir leur donner cette identité qui est justement cette fierté. Parce que quelqu'un, un homme ou femme qui n'ont pas de travail, qui n'ont pas de capacité de pouvoir subvenir aux besoins de leur famille, est un homme ou une femme sans valeur, avec beaucoup de respect aux personnes qui sont dans cette situation. Mais c'est une réalité. Aujourd'hui, si on veut vraiment cohésivement et concrètement reconstruire notre pays, et je dirais même pas reconstruire, je dirais construire notre pays, parce qu'actuellement on est où on est. C'est la réalité qu'on a. Il faut des jeunes hommes et des jeunes femmes qui sont fiers d'être congolais et qui ont une identité fière. Ça, c'est la première des axes. La deuxième axe, c'est la diaspora congolaise. Pour moi, la diaspora congolaise est la clé même de notre développement. Maintenant, aujourd'hui, vous me direz qu'il y a des gens qui ont des opinions bien différentes. Ça, chacun a droit à son opinion. Chacun a droit à son opinion, mais pour moi la diaspora congolaise est la clé parce que reconstruire et construire ce pays aujourd'hui, on a besoin d'expertise. Okay? Et la réalité est qu'aujourd'hui au Congo, nous n'avons pas l'expertise. Hein? Et c'est facile à reconnaître ça. Vous n'avez qu'à conduire dans les rues de Kinshasa, de Lubumbashi, de Goma, de Mandaka, de Bujimaï, et vous verrez qu'on n'a pas d'expertise. Parce que si on avait l'expertise, ces conditions ne seraient pas là. Okay? Et donc le problème aujourd'hui, vu que moi-même j'étais dans la diaspora congolaise, je fais partie de cette diaspora, et donc j'ai été aussi victime des mêmes caprices ou du moins des mêmes obstacles que la diaspora congolaise fait face quand elle arrive au Congo, qui est justement l'administration qui est extrêmement lente, okay? Et bien sûr
toute cette machine toute cette machinerie qui a été mise en place pour pouvoir vous forcer à juste abandonner et repartir où vous venez. Mais moi, j'ai besoin, nous, aujourd'hui au Congo, nous avons besoin de cette diaspora qui puisse revenir ici. Parce que quand vous regardez aujourd'hui sur le continent africain, à prendre cet exemple, le Nigeria, le Togo, le Maroc, okay, qu'est-ce qui a permis ces pays-là de pouvoir construire leur économie très fortement, à pouvoir redonner à ces pays-là cette identité de qui ils sont, marocains, togolais, nigériens ou même africains? C'était la capacité d'avoir cette diaspora qui était revenue avec la connaissance de l'Europe, de l'Amérique, de l'Asie, chez eux pour reconstruire et participer. Et j'irai encore plus loin. Cette même diaspora, aujourd'hui, au Congo, elle renvoie pratiquement plus de 8 à 9 milliards de dollars par an. C'est la diaspora congolaise qui fait vivre pratiquement ce pays. Et on ne va pas se le cacher, c'est une réalité. On a tous de la famille. On envoie tous un peu d'argent à un cousin, à une tante, à un oncle. Et c'est cet argent-là multiplié par le nombre de personnes dans la diaspora qui fait justement ces chiffres qui sont extrêmement importants. Mais la faiblesse dans ça, c'est que le manque de structure qui permet à ces diasporas de pouvoir naviguer leur retour au pays facilement fait qu'on ne ressent pas ces sommes qui sont extrêmement importantes. 8 milliards, 10 milliards, c'est énorme. Mais on ne les sent pas parce que voilà, c'est 100 000 dollars qu'un docteur qui est en France va envoyer à son cousin pour faire un guest house. C'est 50 000 dollars qu'une tante qui est en Belgique qui va envoyer à un cousin pour peut-être acheter 5 taxis pour faire tourner. C'est peut-être 25 000, 2500 dollars qu'un cousin qui est à Johannesburg va renvoyer à une tante pour peut-être commencer un business. Okay? Mais on ne la sent pas parce qu'il n'y a pas justement, il n'y a pas de plateforme mise pour pouvoir faciliter le retour. Et la troisième axe qui est pour moi aussi très important et même, je dirais, personnel pour moi, c'est l'amour de l'autre, l'amour de nous. On ne s'aime pas au Congo, ça c'est une réalité, on n'en parle pas souvent. Il y a des églises à ne pas en finir et j'ai beaucoup de respect, je suis un grand croyant. J'ai grandi dans une maison de croyants, mes parents sont croyants, ma famille est croyante, je suis croyant. Mais la réalité est qu'on ne s'aime pas entre nous Congolais. Et je pense que c'est très important de pouvoir articuler ça. C'est très important de pouvoir en parler. Parce qu'on a souvent ces non-dits dans nos cultures, notamment congolaises, et bantoues en général, où les gens sont supposés savoir. Ben moi, d'où je sors, d'où je viens, on me dit si tu as faim, dis que tu as faim, sinon on te donne à boire. Et c'est peut-être pas ce que tu as besoin à ce moment-là. Et si tu as soif, dis que tu as soif, sinon on te donne à bouffer. Et c'est peut-être pas ce que tu as besoin. Et donc aujourd'hui, c'est important qu'on puisse mettre l'accent sur cet amour de l'un et l'autre qu'on doit avoir ici dans ce pays. Et surtout, ayant 9 voisins. Donc on a une complexité de frontières qui fait que c'est vraiment impératif. Alors, vous savez, depuis mon annonce à la présidence de la République démocratique du Congo, j'ai eu pas mal d'interviews et très souvent on me dit peux-tu dire un mot en lingala, peux-tu dire un mot en chiluba, peux-tu dire un mot en kikongo, peux-tu dire un mot en swahili? Mais je leur dis, monsieur, madame, on est congolais. Si aujourd'hui je vous dis un mot en swahili, alors nos frères et sœurs de l'Équateur, eux, ils ne comptent pas. Si je vous dis un mot en lingala, nos frères et sœurs du Kasaï, ils ne comptent pas. Parce que quand vous allez au Kasaï, ils ne parlent pas lingala. Quand vous allez à Mbandaka, ils ne parlent pas swahili. Quand vous allez à Goma, ils ne parlent pas chiluba. Quand vous allez à Lubumbashi, ils ne parlent pas du tout kikongo. Okay? Alors la seule chose qui nous réunit aujourd'hui pour pouvoir créer cette cohésion et justement faciliter ce transfert de positivité, c'est le français. Maintenant, ayant un interprète ou pas, mais le fait est qu'au moins qu'on soit homogène, en ayant juste une langue pour pouvoir communiquer. Et justement, je pense ce sont ces petits détails qui font et qui feront qu'aujourd'hui, que notre pays pourra vraiment se réunir ensemble. Et on a cette complexité à l'Est aujourd'hui, qui est une réalité qu'on vit actuellement. Voilà. Merci beaucoup. Vous avez donc 3 piliers, si j'ai bien compris. Vous avez la jeunesse, la diaspora et ce qu'on peut appeler l'amour du prochain, donc un peu la cohésion nationale. Ce sont des piliers importants sur lesquels nous allons tout à l'heure discuter, mais le pays, c'est aussi beaucoup d'autres problèmes sur lesquels les confrères voudraient vous entendre. Alors, nous allons commencer ces jeux de questions et réponses. Si vous voulez répondre beaucoup, il faudrait répondre peu, par question. Alors, si vous allongez les réponses sur une seule question, vous avez des difficultés pour répondre à toutes les questions. En tout cas, les questions, nous les avons.
Nous allons commencer peut-être par le volet économique avec Faustin qui va prendre la parole pour poser ses questions. Et sur les mêmes questions d'ordre économique financier, nous pouvons aussi réagir si nous avons une question. Mais c'est tête d'affiche Faustin. Merci Willy. L'un des piliers de votre programme, c'est entre autres la jeunesse, que vous avez présenté comme délaissée, désœuvrant, ainsi de suite. Vous voulez leur donner de la valeur, cette jeunesse-là. Mais cette jeunesse, il ne faut pas non plus oublier, ils sont presque dans le chômage. Et pour les occuper, il faut faire fonctionner l'économie. Alors ma question, c'est de savoir, parce que vous avez envie d'occuper cette jeunesse, et que normalement, il faut leur sortir d'abord du chômage. S'il faut relancer notre économie, quel sera votre premier chantier? Mais écoutez, on est un pays assez chanceux. Okay? On a quelque chose qui est important, qui est justement le secteur minier. Okay? Le secteur minier qui est un secteur aujourd'hui premier mondialement parlant. Okay? On ne peut pas parler d'électrique ou même d'aller vers, hein, comme on le fait dans le monde occidental, sans justement les ressources naturelles qu'aujourd'hui le Congo regorge à quantité exponentielle dans les réserves. Alors, pour justement redonner du travail à cette jeunesse congolaise, il faut pouvoir créer des plateformes et créer des véhicules, comme ils disent en anglais, create vehicle, qui va permettre aux investisseurs internationaux qui puissent venir dans ce pays. Pour créer ces emplois, on a besoin d'argent. Alors, on est dans une société qui a souvent peur de parler d'argent. Mais si on veut créer une économie concrète dans ce pays, on a besoin de beaucoup d'argent. Et le problème, ce n'est pas l'argent chez nous. Hein? Et le problème chez nous, ce n'est pas de trouver des solutions. Les solutions, on les connaît tous ici. On les connaît. Et même votre audience connaît les problèmes. Le problème, c'est comment est-ce qu'on peut implémenter ces solutions qu'on connaît. Ça, c'est le challenge chez nous au Congo. Comment les implémenter? Alors, pour moi, ce n'est pas très compliqué. Il faut rendre les gens accountable, ils disent en anglais. Donc, il faut rendre les gens responsables de leurs actes. OK? Moi, je viens du monde des affaires. Dans ma compagnie, si vous ne pouvez pas me rapporter de l'argent, vous êtes viré. Ça ne fait pas de moi quelqu'un de mauvais ou de vous quelqu'un de mauvais. Ça fait juste de vous, à ce moment-là, quelqu'un qui n'est pas apte de pouvoir produire. Full stop. Alors, pour pouvoir créer cette économie, comme je dis, on doit créer des véhicules, des plateformes qui vont permettre aux investisseurs internationaux à pouvoir venir. Moi-même, j'ai fait partie de ces Congolais qui ont œuvré à l'international pour pouvoir amener des compagnies importantes ici au pays. Pour être plus précis, vous vous dites on va créer des véhicules, peut-être que les gens peuvent entendre des voitures. Non, je crois que vous parlez d'autre chose. Quand vous pouvez expliquer un tout petit peu bien. Quand je dis véhicules, c'est pouvoir créer des structures qui permettent justement aux investisseurs internationaux, quand ils viennent ici, ils sont à l'aise. Mais vous venez de la Suède, vous êtes un grand industriel, vous arrivez au Congo et la première des choses qu'on vous dit, c'est moi j'ai un frère qui est à Stockholm, hein, est-ce qu'il n'y a pas moyen d'abord que tu prennes soin de lui pour avoir un projet qui passe? Vous prenez vos clics et vos cacs, vous rentrez chez vous. Parce que quand vous allez faire la même démarche au Nigeria, on vous donne une expansion de taxation, on vous donne tout plein de flexibilité qui vous permettent justement de pouvoir investir votre argent et de voir justement une cohésion dans un temps short term, mid term, long term pour pouvoir faire du profit. Monsieur Majondo, apparemment, vous entendre, vous vous présentez comme un vrai libéral qui est prêt à aider les investisseurs privés à faire de l'économie. Non, je ne suis pas libéral, je respecte les libéraux, je suis un capitaliste. Alors pour vous, président de la République, oui, qu'est-ce que vous donnerez comme rôle à l'État pour que le secteur privé se retrouve? Alors moi je vous retourne la question. Okay? Vous avez l'âge que vous avez, vous êtes mon aîné et je vous respecte. Okay? Vous avez l'expérience dans notre pays. Les solutions à ces problèmes, vous les connaissez. Okay. Vous êtes président de la République, c'est qui nous différencie. Voilà, alors moi je n'ai aucune ambition présidentielle. Moi, en tant que président de la République, comme j'ai dit, les personnes, il faut des personnes clés aux positions qu'il faut. Et pas l'inverse. Tu ne vas pas mettre des amis, des copains, des gens qui te connaissent depuis 20 ans à des positions sur lesquelles ils n'ont pas d'expertise. Dans ma compagnie, si vous voulez travailler pour moi, je peux être ami avec vous, ma mère et votre mère peuvent être amis pendant 20 ans, mais si vous n'avez pas l'expertise du boulot, je suis désolé, je ne peux pas vous mettre là, parce que moi, mes partenaires, si on ne produit pas, ils reprennent leurs capitaux. Donc, c'est mettre les personnes qu'il faut, aux positions qu'il faut.
aussi simple que ça. Mais comme je dis, le problème au Congo, ce n'est pas des solutions. On les connaît, les solutions. Comment les implémenter? C'est là le challenge. Et les challenges, comme je dis, moi étant président de la République, je mettrai les personnes qu'il faut, position qu'il faut. Les experts, opposition qu'il faut. Et je ne baserai pas mes décisions sur un feeling quelconque ou sur une affection quelconque. Pas du tout. Le business et la famille, c'est quelque chose de totalement séparé. Sur la même donnée, Oscar a une question. Oui, je voulais rebondir sur un des axes que vous avez soulevés dans votre projet de société. Vous mettez l'accent sur la jeunesse. Vous-même, vous êtes jeune. J'ai échangé avec vous en off avant de monter sur ces plateaux. Vous avez étudié à Lubumbashi, vous avez été à l'école belge, vous êtes allé en Belgique, aux États-Unis. Vous avez joué dans l'équipe de football de Denver, donc en tant que jeune. Vous parlez des structures qu'il faut mettre en place. Pour être plus précis, comment vous, en tant que candidat président de la République, une fois élu à la tête du pays, comment comptez-vous encadrer cette jeunesse? Parce qu'à Kinshasa, vous avez fait 10 ans ici, il y a les phénomènes qu'on appelle Kuluna, les banditismes urbains qui est en train de monter en flèche. Quand vous allez dans les provinces, j'ai fait allusion ici au Lualaba, il y a des milliers de jeunes qui sont dans des sites miniers, des creuseurs miniers artisanaux, parfois sans encadrement. Et vous, en tant que candidat de président de la République, une fois élu, comment vous comptez concrètement encadrer cette jeunesse? Merci pour la question. Très simplement, on doit créer dans ce pays, dans notre pays, le Grand Congo, des programmes de formation. Parce qu'aujourd'hui, le Congo n'a pas besoin de docteurs, n'a pas besoin d'avocats, n'a pas besoin d'ingénieurs. On a besoin de personnes qui peuvent être utiles. On a besoin de maçons, on a besoin de plombiers, on a besoin d'électriciens, parce qu'on doit construire. Et ces jeunes que vous voyez dans les rues de Kinshasa, de Lualaba, que j'ai visité, que j'apprécie beaucoup, le développement, le Lualaba était un exemple concret du développement. Le Lualaba est un exemple concret, palpable, de qu'est-ce qu'on peut faire de zéro à où ils sont aujourd'hui. Aujourd'hui, ils ont des routes. Et il y a un aéroport qui est maintenant l'aéroport international, je pense, le meilleur aéroport du pays. Il n'y a pas un meilleur aéroport que celui de Lualaba. Il y a une structure qui est faite au Lualaba. J'ai même visité les petites maisonnettes pour les creuseurs, qui leur donnent une certaine identité, une certaine fierté d'aller au travail, parce que je les ai parlé, ces fameux creuseurs. Moi, je les ai parlé. Et ils étaient très contents. Et je me pose la question, toutes ces compagnies minières qui sont au Lualaba depuis 1960 et peut-être plus que ça, qu'est-ce qui foutait tout ce temps-là? Personne n'a pu penser à créer ces petites maisonnettes pour eux, juste leur donner un petit quelque chose, un peu d'humanité en eux. Alors, pour répondre à ta question, on a besoin de créer des programmes de formation. Ça, c'est la première des choses pour pouvoir occuper ces jeunes-là. Mais vous n'allez pas leur promettre d'aller à l'université, ils ne savent même pas, qu'est-ce que la fin de la journée leur réserve. Il faut qu'on soit honnête. Vous êtes très clair là, Myriam. Aujourd'hui, la jeunesse congolaise est très intéressée, je dirais même plus de la moitié de la jeunesse congolaise est intéressée par la politique. Aujourd'hui, chaque jeune, je dirais 80% de la jeunesse congolaise a au moins son leader qu'il soutient. Comment allez-vous faire aujourd'hui ou bien qu'allez-vous faire concrètement concernant la première année de votre quinquennat par rapport à cette situation pour aider la jeunesse à ne pas s'intéresser qu'à la politique, aussi s'intéresser à l'entrepreneuriat, comme vous le dites? En tout cas, madame, merci pour cette question. Déjà, je vous dirais, vous avez totalement raison. Un pays ne peut pas être géré et managé par des politiciens. Les politiciens sont là pour pouvoir implémenter des régulations qui permettent la bonne gouvernance. Le problème justement du Congo aujourd'hui, c'est ça. 80% des jeunes veulent devenir politiciens. Pourquoi? Parce que le seul succès que la jeunesse congolaise aujourd'hui voit, quand vous êtes à Kinshasa sur le boulevard du 30 juin, les grosses jeeps, c'est si vous êtes député, sénateur, ministre. Vrai ou faux? Vrai, parce qu'eux aussi veulent voilà, mais c'est un problème. Ainsi, oui. Il y a combien de députés et sénateurs dans ce pays? Il y a combien de ministres dans ce pays? Et il y a combien de jeunes dans ce pays? Parce que c'est le seul boulot qui paye mieux ici au Congo, peut-être. Ce n'est pas supposé déjà être un boulot pour être riche. C'est un boulot qu'on fait par devoir par rapport à sa redevance à la nation. À ma première année de quinquennat, comme je disais tout à l'heure à notre frère, cette jeunesse, on va leur donner cette identité qu'ils n'ont plus.
Pourquoi est-ce qu'ils rêvent de ce Jeep et de devenir ministre, député, sénateur? C'est parce qu'ils n'ont pas de rêve. Alors la première des choses qu'ils voient comme rêve, c'est cette Jeep, cette grosse Jeep à 100 000 $ sur le boulevard. Et ils se disent que peut-être c'est la seule chose, la seule solution. Mais s'ils avaient une identité, si cette jeunesse avait cette opportunité de pouvoir justement rêver un peu, je vous garantis, madame, qu'ils seraient très contents d'aller être maçon, menuisier, plombier, et peut-être qu'après la seconde génération, on serait heureux de devenir avocat, docteur, que de vouloir devenir ministre, sénateur ou excellence député. Ça, c'est une réalité. Et la réponse à votre question, elle est un peu identique à ce que je dis à notre frère actuellement. C'est de pouvoir créer ces centres de formation. Il n'y a pas d'autre solution, parce que les autres solutions, madame, comme je dis, on a essayé, on a eu la dépendance en 1960, dans ce pays. Ça fait quoi? Plus de 63 ans. Vous allez me dire que depuis 63 ans, aucun des Congolais n'a pu trouver le bon code? Non, c'est une question de volonté. Et cette volonté, comme je disais à notre frère tout à l'heure, c'est de savoir comment implémenter les solutions qu'on connaît déjà. Alors, l'implémentation de ces solutions, c'est de créer ces centres de formation. La jeunesse congolaise aussi a peur d'entreprendre parce qu'il se pose aussi un problème des taux d'intérêt au niveau de la banque. Aujourd'hui, la RDC n'a pas une banque populaire qui peut donner des crédits sans intérêt à cette jeunesse. Comment allez-vous faire ou bien comment aider cette jeunesse si elle se décide d'entreprendre? Madame, avec beaucoup de respect, là vous parlez politique maintenant. Vous parlez comme une politicienne. Parce que vous me parlez de ces jeunes qui n'ont pas déjà assez pour manger à la fin de la journée. Vous pensez que leur préoccupation, c'est la banque ou le système bancaire? Non, il y en a ceux qui veulent aussi tenter dans l'entrepreneuriat, oui. Mais il s'impose un problème de taux d'intérêt au niveau de la banque, des différentes banques implantées ici à RDC. Sur 15 millions de Congolais à Kinshasa, il y a probablement 8 millions, 9 millions de jeunes. Vous pensez que dans ces 8, 9 millions de jeunes, combien de jeunes ont cette capacité-là? Moi, c'est la question que je vous pose. Moi, j'ai la réponse. Ça fait 10 ans que je suis ici. Je pense que je côtoie pratiquement les acteurs économiques d'une certaine tranche d'âge. Aujourd'hui, ça, c'est une question qui serait valable. Avec plaisir, je vous inviterai dans mes bureaux. Vous pourrez parler avec mes équipes financières. Ils peuvent vous parler ce charabia avec beaucoup de respect. Aujourd'hui, on est ici. Je suis ici parce que je veux justement changer cette mentalité. Les jeunes Congolais, ils n'ont pas besoin de savoir quel taux d'intérêt la banque aujourd'hui leur donne. Ils ont besoin de savoir qu'est-ce qu'ils vont manger à la fin de la journée. Ça, c'est leur préoccupation actuellement. Alors, je reviens encore sur ce que vous dites. Vous dites que les solutions sont déjà connues. Vous insistez sur l'implémentation. Oui. Alors, il y a comme des choses qui ont été faites dans ce pays. On a eu la gratuité de l'enseignement des bases. On a aujourd'hui la maternité qui est gratuite pour les dames. On a eu beaucoup d'infrastructures qui ont été faites. Alors, dans le cas où vous arrivez, vous êtes président de la République, qu'est-ce que vous sauvez et qu'est-ce que vous évacuez de ce qui est déjà fait? Mais vous avez totalement raison, cher frère. Et comme je dis à qui veut l'entendre, ma campagne sera une campagne très positive parce que, effectivement, tous les candidats dans cette course ont accompli des choses très positives dans leur parcours professionnel individuellement. Et aujourd'hui, par exemple, ce que vous dites, et mon équipe électorale me dira, Monsieur Excellence, il ne faut pas dire ça, mais par exemple, ce que vous venez de dire, la gratuité de l'école, la gratuité de la maternité, ce sont des choses extrêmement positives et bénéfiques pour la population, parce qu'on a beaucoup de nos sœurs et des mamans qui ont du temps dur. Moi, j'ai visité pas mal d'hôpitaux ici. Par moments, ils sont bloqués pendant des semaines et des mois après qu'ils aient mis au monde. Donc, ça, ce sont des choses palpables et réelles. Et il faut donner droit à qui le mérite. Ça, ce sont des choses que peut-être que l'excellence président actuel a pu accomplir, qui sont du crédit pour lui, positivement. Autant que tous les candidats ont fait des choses que dans notre campagne, en tout cas, nous, on va les énumérer et les pointer, c'est très important. Donc vous faites une campagne généreuse, pas? Mais c'est pas généreux. Vous n'attaquez pas votre adversaire. Comment voulez-vous qu'on vous vote si vous ne cassez pas de l'adversaire? Mon cher frère, on est tous Congolais, ok? Moi, je ne gagne rien en parlant mal de vous ou en me concentrant sur le négatif que lui fait. Moi, je ne gagne rien et le peuple ne gagne rien. Éventuellement, si je m'en foutais de tout ça, effectivement, ça pourrait être bénéfique pour moi. Mais où on est aujourd'hui,
Et si on a un amour pour ce pays réel, on ne devrait pas pointer du doigt dans le négatif. On devrait tous se concentrer sur le chemin positif qui est déjà en train de s'établir et se soutenir entre nous. Parce que dire aujourd'hui que oui, tel est mauvais, tel est ci, ok, à la fin de la journée, vous savez, moi je rentre chez moi, c'est confortable. Et vous rentrez chez vous, c'est confortable. Mais peut-être ceux qui nous regardent, c'est pas si confortable. Donc il faut peut-être être pragmatique et honnête avec soi-même. Oscar Mbal, vous réagissez rapidement. Oui, rapidement, justement, Patrice Majondo Mwamba, quel type de relations que vous entretenez avec d'autres candidats? Vous êtes au nombre de 26 candidats à la présidentielle du 20 décembre 2023. Je voudrais savoir quel type de relations que vous entretenez avec les autres candidats et lesquels est plus proche de vous. C'est une question anodine. Hein? Ah ben, toi, tu es terrible. Écoute, je ne les connais pas tous, mais je connais une grande fourchette et j'ai un respect, passé sans des années à moi, j'ai un respect naturel et j'ai une appréciation naturelle à chacun d'entre eux. Maintenant, étant proche, dans la vie privée, on a nos relations qu'on a. Aujourd'hui, on est en train de briguer la même position, on est dans un match, comme on pourrait métaphoriquement parler. Donc il y a quand même des distances nécessaires il n'y a pas de au distance, combat. Il n'y a pas de distance. Moi, personnellement, j'ai écrit à ceux avec qui j'ai des relations, j'ai félicité et j'ai souhaité tout le meilleur. Et je leur ai dit que, en tout cas, dans ma campagne, ça sera une campagne positive. Je vais highlighter, donc parler de leur positivité et non pas leur négativité. Et que le meilleur gagne. Parce qu'à la finalité, ce n'est pas à nous ici de décider, c'est à l'audience, c'est au peuple congolais de décider quel programme est bénéfique pour eux et quelle valeur ajoutée le programme leur amène. Faustin, prenez la parole rapidement. Merci. J'ai l'avantage d'être en face de vous. Vous venez du monde des affaires, donc je suppose que vous êtes pragmatique. Oui. Mais vous savez, M. Majondo, comme ceux qui vous regardent, qu'une économie sans chiffres, c'est en fait un chapelet de bonnes intentions. Alors on voudrait... Par rapport à tout ce que vous venez de nous décrire comme projet, occuper la jeunesse, vous devez certainement avoir des chiffres. Voilà ce que je vais mobiliser par an, voilà ce qui sera mon budget. Et si vous avez réellement ces chiffres, je suppose que vous les avez, quel mécanisme vous pensez mettre en œuvre pour atteindre ce que vous allez vous chiffrer, ce que vous allez vous fixer comme plafond, en termes de budget à mettre en œuvre? Écoutez, je suis quelqu'un de très pragmatique, ok? Ça, je le sais. Voilà. Et dans les affaires, le mensonge ne paye pas. Parce que le mensonge ne rapporte pas rien du tout, à part des rêves. Okay, des chiffres, oui. Mes équipes ont des chiffres. Comment est-ce que je conduis mes affaires? Et je pense que c'est comme ça qu'on devrait aujourd'hui gérer notre grand pays, le Congo, comme une entreprise, une multinationale, parce qu'on a beaucoup à offrir. C'est vraiment, je pense, très malhonnête de votre part de parler dans ce sens-là, parce que ça serait, comme on dirait, mislead la population, votre audience, c'est-à-dire, ça serait les conduire dans le mauvais chemin. Aujourd'hui, les chiffres réels, il n'y a que le ministre actuel de Finances qui les connaisse, le chef de l'État actuel qui les connaisse, le gouverneur de la banque actuelle qui les connaisse. Nous tous, on a des projections, ok? Des projections. Donc, candidat président de la République, je suppose que vous vous préparez juste à découvrir les chiffres au moment de la prise de fonction. Non, mais je ne suis pas... Et pour le moment, vous n'avez aucune projection. Je ne suis pas... Moi, je vous pose la question par rapport juste aux projections. Oui, je suis pas... Ne serait-ce que nous dire actuellement notre budget de 16 milliards pour atteindre mon rêve d'occuper la jeunesse, de faire ceci, de faire cela. Moi, je voudrais porter ce budget à 20 milliards, par exemple. Alors, j'ai été... C'est pas une façon de réduire la population en erreur, je suppose. J'étais dans un restaurant il y a quelques jours et j'étais en train de manger avec mes collaborateurs. Et parmi mes collaborateurs, il y a beaucoup de jeunes, ok? Et on a regardé un débat. Je ne dirai pas les noms de qui, ce sont aussi des candidats présidentiels, ok? Un monsieur, une dame qui parlait. Et le monsieur qui a un parcours très essentiel et vraiment impressionnant dans le monde des finances, parlait de chiffres. Et après, ça a duré 1h30. Et après ça, je pose la question à mes collaborateurs, qui sont assez jeunes. Je dis, est-ce que vous avez compris quelque chose? On dit, Excellence, on n'a rien compris. On n'a rien compris. Ce qu'il faut les recycler peut-être. Non, parce que le truc, c'est quoi? Le truc, respectueusement, aujourd'hui, ok, on ne peut pas aujourd'hui lancer des chiffres dans l'air sans avoir vraiment une réalité de qu'est-ce qui se fait sur le terrain. Vous et moi, nous le savons. Et je peux vous regarder avec beaucoup de respect dans les yeux que
Aujourd'hui, on ne sait pas très bien où on en est dans ce pays, dans pratiquement tous les domaines. Alors pour un candidat présidentiel comme ma personne, je ne peux pas m'offrir ce luxe de dire à la population congolaise des choses qui ne sont pas concrètement vérifiables. Je ne peux pas. Parce que j'entends une chose au Congo, mais j'ai accès à certaines personnes. Quand je vais à Washington, j'ai pu parler au président de la Banque mondiale. J'ai accès à lui. J'entends autre chose. Quand je vais en Europe, j'entends autre chose. Alors, je me préserverai de pouvoir peut-être avancer certains chiffres jusqu'à ce que j'ai une certaine compréhension concrète. On ne peut pas aujourd'hui investir. Aujourd'hui, vous n'allez pas investir de l'argent sur base de préemption ou de peut-être... non, vous investissez dans quelque chose qui est plus ou moins sûr. C'est comme nous dans le sport. On s'entraîne, on répète la même chose 100 fois. Pourquoi? On dit que tu gagnes la guerre avant d'aller en guerre. Tu ne la gagnes pas pendant que tu te bats. C'est trop tard à ce moment-là. Mais peut-être pour qu'on ait un bémol, parce qu'on va quand même sortir avec un chiffre. C'est difficile de faire une émission d'un candidat président de la République qui a un programme qui a été bien déterminé tout à l'heure, avec des piliers sur 5 ans, qui ne dit pas même la projection. La projection de tout ça, pour que nous puissions arriver au bout de votre idée. Voilà ce qui peut être prévisible. Ces chiffres sont importants. Ok. Alors, le mouvement Notre Congo, Notre Fierté va exposer tout ce genre de personnes qui parlent comme ça dans ce pays, qui sont des spécialistes de vendeurs de rêves. On en a assez. Donc, il n'y a pas de chiffres. Cette génération, on a assez de ça. Des chiffres. Oui, oui. Je vous donne des chiffres. Est-ce que vous pouvez les non, ce sera comme ça. Comment on va vous évaluer? Écoutez, comment on va vous évaluer plus tard? Parce que vous allez demander au peuple de vous donner le mandat. D'accord? Je vous en prie, on ne va pas polémiquer, vous êtes les candidats. Mais laissez-nous quand même vous poser cette question, elle est importante. Peut-être que nous ne comprenons pas, c'est possible. Vous avez la latitude de nous corriger. Mais ce qui est vrai, c'est qu'on ne peut pas accepter que vous ayez un programme non chiffré, tout en ayant toute la pudeur que vous venez de montrer et toute la version des chiffres. Je suis d'accord avec vous que parfois les chiffres sont mensongers. Mais les chiffres sont des indicateurs. Sans chiffres, on ne sait pas savoir si c'est noir ou c'est blanc, si c'est grand ou c'est petit. Donc vous devez quand même avoir un chiffre. Souffrez de nous vendre ces rêves-là. En tout cas, si vous respectez le titre de commandant en chef, du chef de l'État, vous devez aussi respecter les informations qui viendraient de l'individuel qui a cette position-là. Aujourd'hui, moi, en tant que chef d'entreprise, j'ai des personnes, j'ai une équipe qui s'occupe de la finance, qui parle le langage des chiffres. Et quand j'ai besoin de parler chiffres, j'appelle mon manager financier, qui lui va venir avec son équipe, ils m'en parleront chiffres, et basé de ce qu'ils me disent, je pourrai avoir une compréhension cohérente avant de m'exprimer. Aujourd'hui, le peuple congolais qui nous regarde aujourd'hui, ils n'ont pas besoin d'entendre des chiffres de moi qui ne sont peut-être pas cohérents, qui ne sont peut-être pas vrais. Parce que nous, cette jeunesse congolaise, que je prends le leadership, que je lead aujourd'hui, ne veut pas rêver dans le vent. On ne veut pas rêver parce qu'on me dit tout le temps « Ah ouais, Ezala Kaboye ». Ah oui, Ezala Kaboye. Et moi, je leur dis, Ezala Kaboye, qu'on fasse un tour dans la ville, voilà, le résultat est Ezala Kaboye. Alors, vu qu'on connaît comment est-ce qu'Ezala Kaboye depuis 63 ans, je vous invite un peu à changer, on change de méthode juste une fois, qu'on essaye. Mais je vous dirais que, pour finir, vous ne pouvez pas briguer la magistrature suprême en n'ayant pas les atouts nécessaires. Parce que je dirais que même de votre part, ce n'est pas honnête de parler ou de dire ce que vous dites. Parce que si vous respectez ce titre, vous devez être très sensé que le monsieur à qui vous parlez, avant qu'il prenne ses décisions, a eu tous ces checks and balances, comme il disait, on a checké. Oui, à son niveau. On n'est pas tombé dans la soupe. C'est le peuple qui doit checker, le peuple a besoin de l'info. Oui. On ne va pas discuter là-dessus, vous avez donné votre point de vue. Nous pouvons continuer. Bien sûr. Voilà, nous allons donc passer à un deuxième chapitre, si vous êtes d'accord avec moi. Vous avez parlé de la diaspora. Oui. C'est qu'un sujet important. La diaspora, les chiffres que nous avons, indicateurs, parce qu'aujourd'hui, on parle de chiffres avec prudence, vous nous avez appris ça, parle de 8 à 10 millions de Congolais qui sont à l'étranger et qui sont, évidemment, vos chiffres sont exacts, oui, 9 milliards de dollars par an de rapatriement ici, par Western, des réunions et par tous les transferts. C'est aussi vrai. Mais la question de la diaspora dans notre pays, elle est une question ambiguë parce que elle est d'abord ceux qui sont partis à l'extérieur, sont partis, ont eu des papiers,
en diabolisant leur propre pays. Donc ils sont partis d'ici en disant que là c'est les mouroirs. On nous en veut. Beaucoup sont partis en tant qu'opposants. Ils sont partis de l'autre côté en tant que réfugiés. Alors, pour rentrer ici, sur la terre qu'ils ont maudit, il existe un barrage psychologique. Comment vous faites d'abord pour que ce qui a été dit contre le pays soit pardonné par ces peuples-là? Mais vous savez, comme j'ai dit tout à l'heure à notre frère, moi-même je fais partie de la diaspora. Et moi-même j'ai été victime de ce que je vous dis aujourd'hui. Je suis venu dans ce pays il y a 10 ans. J'ai advoqué pour amener des investisseurs. On a ramené par dizaines. Et je vous dirais très clairement, sur 10, il y a peut-être eu un succès, sur 10. Pourquoi? Parce qu'on a été fessé sur ce challenge que ce pays offre. Ezalaka Boyeawa. Si tu ne le fais pas, si tu ne fais pas comme on fait ici, alors tu ne feras rien. Vous le savez, je le sais. Ok, alors aujourd'hui, cette diaspora, ce qu'elle a besoin, c'est qu'on puisse la permettre de rentrer ici sans tous ces obstacles. Je reviens sur ma question, peut-être que je me suis mal exprimé. Vous savez que l'image du Congo est écornée. Qu'à l'extérieur, quand on parle Congo, on ne voit que le malheur. On appelle ça le Congo bashing. Le Congo a une très mauvaise image à l'extérieur. Et parmi les éléments qui ont détruit cette image, il y a aussi l'action de la diaspora. Ces Congolais-là qui sont à l'étranger. Vous avez vu ce qu'ils ont fait, par exemple, à Paris, à Bruxelles, etc. Et tout ça. Les violences contre les hommes politiques, ils pouvaient avoir raison. Je n'entre pas dans le fond. Mais je me dis, entre le Congo et sa diaspora, il existe une dette, une blessure qu'il faut quand même corriger. Vous, en tant que président, vous ne pensez pas qu'il méritait de demander, ne fût-ce qu'à titre individuel, à cette terre qu'ils ont maudit? J'ai quitté le Congo, donc Zaïre, en 1991, oui. Okay, pour la Belgique, et poursuivre mes études secondaires là-bas. Et à cette époque-là, on avait une réalité politique qui était dans ce pays. Et Mobutu. Voilà. Et cette réalité politique faisait qu'il y avait des opprimés. Ce qui fait que, effectivement, comme vous l'avez très bien mentionné tout à l'heure, il y en a qui ont utilisé ce levier pour pouvoir justement s'installer. Oui, parce qu'en fait, ils recherchaient un meilleur lendemain. Et je pense que si on doit jeter la pierre aux gens qui recherchaient juste une meilleure vie pour leurs enfants, pour leurs femmes et pour leurs familles, c'est l'injustice la plus totale. Alors pour moi, il n'y a pas de blessure quelconque, il n'y a pas de fissure quelconque. Aujourd'hui, pour moi, la fissure, elle ne se trouve pas dans la diaspora, elle se trouve chez nous. Et on le sait, on le vit à tous les jours. Je vous invite, allons dans un bureau, demander des papiers basiques. Ça pourrait vous prendre une semaine pour avoir juste une réponse. Nous faisons un tour de table. S'il vous plaît. Patrice Majondo, puisque vous parlez de la diaspora, aujourd'hui c'est 10 millions de Congolais, plus de 10 millions de Congolais qui vivent en dehors des frontières nationales. Ils sont à Paris, ils sont en Belgique, aux États-Unis, d'où vous venez d'ailleurs. Et je voudrais connaître votre approche sur la question de la double nationalité. Willy l'a dit tout à l'heure, il y a certains Congolais qui ont craché sur leur pays pour avoir des papiers. Je suis traqué par les politiciens, je suis poursuivi par les services et cette thèse a été acceptée comme ça et ils ont eu des papiers. Certains se sont fait naturaliser belges, français, allemands, ce qui est une bonne chose. Maintenant, ils veulent rentrer au pays. Or, la Constitution dit que la nationalité congolaise est une et exclusive. Ça veut dire qu'elle ne peut pas être partagée de manière concurrente avec d'autres nationalités. Vous rentrez des États-Unis, vous avez été en Belgique, je ne sais pas si vous avez dans l'entretemps changé de nationalité ou acquis la double nationalité. Et quelle est votre approche justement sur cette disposition constitutionnelle, et sur cette nouvelle approche de la double nationalité, comme ça s'est vu ailleurs? Moi, j'ai été chanceux que je n'ai pas eu besoin d'être poursuivi. Hein. J'ai quitté ce pays pour des raisons purement éducatives. Éducatives. Pour des raisons d'études? Oui, d'études. Il fallait que j'aille poursuivre des études dans des conditions un peu meilleures. Et il se fait qu'à ce moment-là, l'Europe, c'était l'option. Par rapport à cette double nationalité, moi je pense qu'aujourd'hui que tout Congolais de sang a le droit de revenir chez lui. C'est chez lui. C'est chez lui. J'avais cette conversation avec vous avant l'émission. Je vous disais que moi, je suis dans un mariage multicouleur. Hein. Votre épouse, c'est une blanche. C'est une blanche américaine, effectivement. Mes enfants sont moitié américains, moitié congolais. Mais par moi, de mes cultures bantoues,
africain, congolais, mes enfants sont congolais. Mais non, si vous devez parler de cette double nationalité, ça ferait que mes enfants n'ont pas le droit de venir au Congo. Ils doivent juste rester en Amérique. Si jamais un de mes fils décide de revenir dans la terre de ses enfants, ça fait 5 ans qu'ils reviennent ici chaque vacances, et décide de venir rester ici parce qu'il est plus à l'aise ici, parce qu'il veut être un acteur quelconque dans ce pays, ça ferait de lui à moitié congolais parce que sa mère est américaine. Vous savez, c'est 2 poids 2 mesures, ce n'est pas totalement honnête. Et je pense quand vous aurez le pouvoir, vous ferez quoi dans ce domaine-là? Pour moi, tout Congolais de sang est congolais. Qu'il ait une autre nationalité, ce n'est pas grave. Absolument. Tant qu'il est né congolais, il garde son nationalité d'origine. Mais bien sûr, il est congolais. Il est congolais. Très bien. Et vous voyez l'exemple aujourd'hui, les grandes puissances mondiales, l'Amérique, par exemple, l'Inde. Beaucoup de ces grandes puissances, ils n'ont pas de problème avec cette double nationalité. Ça les rend même plus forts. Parce que cette matière grise qui va à l'étranger revient avec une plus-value qui renforce justement leur économie, leur multiculturalisme, et ça renforce la vie dans ce pays-là. Donc pour moi, tout Congolais de sang est congolais. Full stop. Myriam? Oui, vous avez parlé des tracasseries administratives qui empêchent aujourd'hui les Congolais de la diaspora, bien qu'il y ait aujourd'hui considéré comme un frein pour que ceux qui sont à l'étranger viennent investir ici, au pays. Une fois élus, quels sont les mécanismes que vous allez mettre en place pour permettre les Congolais de l'étranger de venir investir ici dans leur pays? Mais vous savez, je reviens il y a 4 jours de l'Inde. J'ai été invité donc officiel en Inde. J'ai rencontré le ministre de l'Infrastructure de l'Inde. J'ai rencontré le ministre de l'Éducation de l'Inde. Une chose que j'étais très ébloui par l'Inde, ils ont éradiqué la pauvreté. C'est-à-dire la pauvreté au terme de pauvre. Donc les pauvres en Inde mangent 2 fois par jour. Donc vous êtes pauvre en Inde. Vous avez rien du tout. Mais vous avez une capacité d'aller dans des centres et manger le déjeuner et le midi. C'est assez un peu impressionnant. Hein. C'est peut-être les quartiers que vous avez visités. Non, hein? mais j'étais avec le ministre. Donc avec le ministre. Ce n'était pas la propagande qu'on vous... Dans des quartiers. C'était pas la propagande. Vous... pas dans les bungalows. Mais j'ai vu les bungalows justement. Et même ma femme me disait, oh mon Dieu. Mais j'étais carrément dans les bungalows. Et ce programme était assez fantastique. Mais la raison pourquoi est-ce que j'ai dit ça, c'est parce que justement l'Inde a créé justement une plateforme à travers un ministère qui s'occupe de toute la diaspora indienne. Vous savez aujourd'hui aux Émiratis, donc Dubaï, Abu Dhabi, Qatar, il y a plus ou moins 5 millions d'Indiens. C'est eux qui ont construit le Moyen-Orient. Okay? Et à travers ce fameux ministère, ça les permet en fait de pouvoir rentrer chez eux et réinvestir. Alors vous verrez qu'aujourd'hui l'Inde n'est plus un pays pauvre, mais n'est pas non plus un pays, il est en chemin de devenir une superpuissance, mais aujourd'hui est un pays émergent, okay? Qui fait partie du G20, qui a même organisé le G20 il y a pratiquement 1 mois et demi. Et l'Inde, il y a 25 ans, est un pays qui était aussi pauvre, si pas plus pauvre que le Congo. Mais donc, j'ai beaucoup aimé justement ce programme qu'ils ont mis en place avec ce ministère en Inde qui facilite tous les retours des Indiens chez eux, c'est-à-dire économiquement, intellectuellement, peu importe. Donc aujourd'hui, vous êtes Indien, vous avez fait vos études d'ingénieur dans une université en Angleterre ou aux États-Unis, vous décidez de rentrer chez vous. Mais alors, tout le processus est pris en marche, en main par les institutions de l'État. Donc, il n'y a pas de tracasserie. Donc, vous allez suivre le modèle indien? Mais moi, en tout cas, c'est un modèle que j'ai beaucoup apprécié, oui. Peut-être l'adapter à nos réalités congolaises, aux réalités du pays, mais en grande ligne, oui, absolument. Oui, la deuxième question en rapport avec la diplomatie est celle de savoir aujourd'hui, il s'est posé un problème aujourd'hui, il y a un problème, par exemple, les Congolais qui sont à l'étranger ont du mal à entrer en contact directement avec nos diplomates parce que dans certains pays, soit on n'a pas des locaux, soit les bâtiments sont devenus vétustes, soit il se pose un problème, il se pose un problème d'administration au niveau de nos ambassades à travers l'étranger. Que feriez-vous pour faciliter les Congolais, cette proximité entre ceux qui sont là-bas et les diplomates qui sont sur place dans les pays étrangers? Mais on revient à la bonne gouvernance, vous savez. Et ça, c'est pas quelque chose qu'on devrait pointer du doigt le chef de l'État, quelqu'un, que ce soit moi demain ou qui que ce soit. C'est peut-être au niveau ministériel, donc ministre de tutelle, qui doit avoir une bonne gouvernance par rapport à ces tutelles. Donc pour moi, c'est inadmissible. Une fois élu, que feriez-vous pour approcher les Congolais de l'étranger et nos diplomates qui sont aussi à l'étranger?
Mais moi, je serais un président inclusif et un président hands-on, comme on dit en anglais. C'est-à-dire qui est constamment derrière le concret et non pas des histoires. Vous savez, quand vous êtes dans les affaires, ce qui importe, ce n'est pas les histoires qu'on vous raconte par vos managers, mais c'est la productivité. Si aujourd'hui votre manager vous dit oui, monsieur le président, on a fait ces transactions et dans 3 semaines, il y aura 10 millions de dollars qui rentrent dans votre compte. Ben, si dans 10 jours, il n'y a pas 10 millions de dollars, vous devez rendre des comptes. Pourquoi il n'y a pas les 10 millions? On doit avoir, et j'aurai la même approche demain, devenant président de la République. Faciliter aussi les Congolais d'obtenir les passeports, parce que souvent, les Congolais et l'étranger se plaignent des difficultés pour obtenir le passeport. D'autres passent des années sans pour autant en avoir. Ils ont juste des titres de séjour. Comment allez-vous faire pour accélérer les processus de l'obtention des passeports pour les Congolais vivant à l'étranger? On va implémenter une régulation au niveau ministériel qui ferait que le ministre devrait avoir des rapports quotidiennement. Quand je dis quotidiennement, définitivement pas tous les jours, mais tous les 60 jours, tous les 30 jours, tous les 3 mois, d'avoir des rapports pour savoir où est-ce qu'ils en sont. Ce n'est pas normal aujourd'hui, comme vous le dites. Effectivement, j'ai visité des pays en Occident, en Europe, où j'étais vraiment choqué. J'ai été au Canada une fois. Bon, peut-être que ça a changé maintenant, mais je sais qu'il y a 15 ans de ça, ou 12 ans de ça, j'étais à l'ambassade congolaise là-bas. Il y a 15 ans ou 12 ans, j'étais choqué quand on m'a dit que c'était l'ambassade congolaise. Et dans un pays comme le Canada, vous savez. Alors, on se dit, ce n'est pas la faute du président de l'époque. C'était pour moi, je pense, la faute du ministre de tutelle, qui devrait être au courant de ce qui se passe. Qu'est-ce qu'on fera? C'est de mettre les structures qui vont nous permettre d'avoir l'information en temps réel, comme dans les affaires, à temps réel. Pas des promesses, Nakosalango, Ekoya, Ezoya, Zela, non. Qu'est-ce que je vois là? Monsieur Majondo, je vous suis fidèlement par rapport aux 3 piliers de votre programme. Ça repose en fait sur, vous remettez en cause, disons, ça pose le problème de la prise en charge. Prise en charge des jeunes, prise en charge de la diaspora et prise en charge des communautés pour inculquer ce vivre ensemble. Alors ma question, c'est parler de la prise en charge, comme vous le soulignez, suppose aussi une bonne gestion de l'État. Et dans l'État actuel, si vous êtes président de la République, qu'est-ce qu'il faut changer pour que la République démocratique du Congo soit en mesure de s'occuper de ces jeunes, de s'occuper de la diaspora et d'accompagner cette cohésion nationale? Et quelles sont, à votre niveau, les innovations que vous pensez apporter pour que l'État congolais soit responsable comme vous le voulez? Ça, c'est la question qu'il faudra l'énumérer même 50 fois pour que ça revienne en boucle. On a besoin de mettre les personnes qu'il faut dans les positions qu'il faut. Aujourd'hui, le problème qu'on a dans ce pays, comme vous le savez, comme je l'ai dit tout à l'heure... Ces personnes, vous allez les détecter comment? Vous avez par bâton magique ou comment? Oui, mais on les connaît tous ici. Mais ces personnes-là, ce n'est pas eux qu'on va mettre en position. On va mettre le cousin du petit frère de la tante... Mais M. Majondo, ces personnes doivent intégrer un système. Ma question, c'est de savoir quel est ce système que vous pensez mettre en place pour que l'État congolais soit en mesure d'atteindre vos objectifs. Ok, vous me parlez de système. Oui. La gestion de l'État. Écoutez, chaque président a sa structure. Chaque président de compagnie a sa structure. Le système, quand vous parlez, je vous ai expliqué tout à l'heure, mon système est un système de responsabilité. Les gens doivent être responsables pour ce qu'ils disent ou ce qu'ils sont supposés faire. Okay? C'est ça le système dans lequel Patrice Majondo Mwamba va mettre en place. La responsabilité. Si tu dis que tu es capable de faire ça, si tu as les capacités de faire ça, et si tu entreprends certaines choses, tu dois produire ce que tu dis. Okay? Mais je n'ai pas envie de me perdre dans l'articulation des choses en fait, qui sont très simples. Parce que vous me dites, où est-ce qu'on va trouver ces gens-là? Mais vous savez, on a des Congolais capables aujourd'hui, on a des Congolais, parmi les meilleurs docteurs du monde, ce sont des Congolais. Okay? Parmi les meilleurs ingénieurs du monde, ce sont des Congolais. Vous allez à la NASA, il y a des Congolais. Vous allez dans les grandes universités, dans le monde, vous trouvez des Congolais. Alors vous me posez la question de savoir où est-ce qu'on va les détecter. Vous êtes de mauvaise foi. Vous n'avez pas... Non, mais je suis sérieux. Comment vous pouvez dire ça quand vous êtes vous-même très au courant que nous, Congolais, on est peut-être la première diaspora quand il s'agit, intellectuellement parlant, avec des matières grises, mais hors normes. Ce n'est pas le problème, c'est de ne pas savoir où est-ce qu'ils sont. Le problème, c'est de pouvoir leur donner la capacité de pouvoir se produire. Donc, autrement dit, M. Majondo, vous êtes d'accord avec
l'État congolais tel que ça fonctionne aujourd'hui, mais c'est juste un problème d'hommes. Bien sûr, parce que... Et ces hommes, il faut les chercher. Mais bien, pas chercher, on sait où ils sont. Vous allez les chercher comment? Mais ils sont là, ils sont là. Ils sont là. Moi, nous allons progressivement... vous le savez aussi. Nous allons progressivement vers la fin. Hein. Le temps est passé très vite. Hein. On s'en est pas rendu compte. Bon, alors, le président de la République, c'est aussi le commandant suprême des forces armées de la République du Congo. Et le Congo, que vous allez hériter si vous êtes élu le 20 décembre, c'est un Congo qui est en guerre. Nous avons donc une guerre qui est là. Il y a déjà des provinces qui n'iront pas aux élections à cause justement de la question de l'insécurité. Comment vous abordez la question de l'insécurité à l'Est et de la guerre que le Rwanda fait avec ses sponsors à notre République? Quelle est votre approche de cette guerre? Comment nous y mettons fin? J'en pleure le soir. J'en pleure le soir. Pour quelqu'un comme moi, avec madame, avec ma femme, on a passé beaucoup de temps à Goma. On a eu des activités là-bas. Et pour des gens comme nous qui avons peut-être perdu certaines personnes dans cette guerre inutile, totalement inutile, injuste, me fait beaucoup de peine. Mais je suis un croyant de dialogue. Je pense que le dialogue, c'est quelque chose de très important. C'est un atout important qu'on doit utiliser au maximum. Au maximum. Et sur ce, je vais donner du crédit au chef d'État actuel. Il a ouvert la porte au dialogue, ce qui est important. Je pense que jusque lui, tous les autres événements qu'on a pu avoir dans ce pays ont été fixés par l'international, la France, la Belgique, l'Amérique, qui venaient mettre une certaine pression pour pouvoir fixer. Aujourd'hui, pour la première fois dans notre histoire, le problème qu'on a à l'Est est en train d'essayer de trouver sa solution par des frères et sœurs africains. Aujourd'hui, on a bien sûr l'incompréhension qu'on a avec les pays que vous mentionnez, le Rwanda, par exemple, mais on a le Kenya, on a l'Angola, qui se sont mis vraiment en avant pour pouvoir nous aider à trouver des solutions. Je pense que c'est important qu'on puisse assainir toutes les possibilités diplomatiques et de communication avant de pouvoir envisager quelque chose de plus drastique. Parce que j'entends souvent les gens dire oui, il faut qu'on aille en guerre, il faut qu'on aille... Oui, il y a un candidat qui propose faire totale guerre avec le Rwanda. Non, du tout. Parce que ce candidat, il faut lui dire, envoie ton fils et ta fille à la guerre, on verra si tu auras la même intonation ou la même ferveur dans ça. Moi, je ne suis pas prêt que mon fils ou ma fille ou mes cousins, mes neveux aillent en guerre, quand on a d'autres options. Pour moi, la guerre doit être l'option ultime, finale. Donc, mais aujourd'hui, on n'a pas encore exaucé cette marge. Donc clairement, vous parlerez avec Paul Kagame. Bien sûr. Si demain vous êtes au courant, pouvoir, oui, pour faire la paix. Je parlerai avec Paul Kagame, je parlerai avec tous les chefs d'État de la sous-région, je parlerai aussi avec nos partenaires internationaux pour pouvoir ensemble trouver une solution cohésive. Absolument. Avant d'aller en guerre. Oui, mais envoyez, je vous invite, vous enverrez votre enfant en guerre. Patrice. S'il est militaire, oui. S'il a choisi de servir la nation. Aujourd'hui, oui. Ils ne sont pas militaires, j'imagine. Donc c'est facile de dire oui, moi, Namutua Kende. Mais Patrice, Ajondo, c'est votre option, c'est votre façon de voir les choses. Une fois élu président de la République, quand vous avez commencé à présenter votre projet de société, vous avez décliné que vous étiez un candidat indépendant. Comment allez-vous diriger ces pays sans majorité? Parce que vous n'appartenez à aucun parti politique. Comment vous allez construire cette majorité à l'Assemblée nationale et au Sénat? Parce que ce sera un grand verrou pour vous. Vous ne saurez pas passer les lois à l'Assemblée en tant qu'indépendant et sans majorité. Deuxième préoccupation, l'image des politiciens congolais est écornée par-ci, par-là. Quand on dit politiciens congolais, on voit des gens qui vivent de la transhumance, qui changent de camp à tout moment. Le matin, il peut être avec vous, demain, il change de camp. Et comment vous, en tant que candidat président de la République, allez-vous changer cette image du politicien congolais de manière générale? Je vais terminer avec ma toute dernière... Oui, parce que c'est le dernier tour. Hein? Oui, c'est le dernier tour. Je vais terminer justement par... Ça se raconte dans les réseaux, partout, des candidats de l'étranger, n'est-ce pas? Vous avez vécu pendant longtemps en Belgique, vous développez vos affaires dans le business, parce que je vous sens, vous êtes très pratique. Vous n'avez même pas besoin de chiffres, vous, c'est les résultats. Vous avez évolué aux États-Unis. Est-ce que vous n'êtes pas parmi aussi ces candidats qu'on qualifie aujourd'hui de l'étranger, qui sont soutenus
par l'étranger? Alors, je vais commencer par la dernière et descendre. Candidat de l'étranger, oui, effectivement, je suis un candidat de l'étranger parce que, effectivement, j'ai des liens très forts à l'étranger. Ça, c'est totalement correct. Et il se fait que j'ai aussi des partenaires à l'étranger, oui. Parce que Qui vous soutiennent? Si je veux changer ce pays, je veux le changer encore une fois. Vous connaissez 2 milliardaires congolais? Vous m'en citez 2 qui peuvent venir investir peut-être dans les routes ou investir dans l'éducation sans attendre que ce soit une NGO qui vienne de, je ne sais pas, de l'Amérique ou du Japon. Vous en connaissez 2? Non. Alors, moi, comme je dis souvent, l'argent, il faut trouver l'argent là où il est et la ramener chez nous. Parce que c'est avec l'argent qu'on peut pouvoir développer et changer les choses. Oui, j'ai des partenaires à l'international. Oui, j'ai des liens forts à l'international parce que j'ai passé plus de la moitié de ma vie en Occident. Donc c'est eux qui commandent votre action. Ils ne commandent rien du tout. Je suis un homme indépendant et fier d'être indépendant. Et je suis un Congolais concerné et très fier d'être concerné parce que finalement, ce n'est pas une obligation, mais c'est un devoir que j'ai. Un devoir que j'ai et c'est un devoir qu'on devrait tous avoir. Ce n'est pas normal. Vous savez, je vais au marché ici à Kinshasa. On me dit que c'est normal que quelqu'un ait des babouches dans l'eau, dans la boue, en train de marcher. On me dit Ezra Kaboye. Mais à un moment donné, c'est quand qu'on dit assez, c'est assez. Moi, je vous pose la question. À un moment, on dit assez, c'est assez. Oh, Ezra Kaboye, parce que vous pouvez rentrer dans votre jeep après, rentrer dans votre grosse villa à Ngombe. Hein? Non. Oui. Pour répondre à votre question, oui. Oui. J'ai des partenaires étrangers. J'ai des assises à l'étranger, oui, effectivement, parce que j'ai besoin qu'ils viennent au Congo pour nous aider à construire les routes. Okay, sinon, je vous donne une pelle. Hein, on a l'or et les diamants. Prenez une pelle, allez sortir l'or en bas. Vous pouvez le faire? Vous pouvez le faire. Je vous donne même 3 pelles. Vous pouvez le faire. C'est nous qui posons des questions. Non, mais je sais. Répondez, nous posons des questions. N'inversons pas les rôles. Pour vous démontrer qu'on a besoin de l'étranger, de l'expertise de l'étranger, des financements de l'étranger pour pouvoir construire notre pays. Tout seul, on ne peut pas le faire. Donc, on va pas. Ça, c'est déjà quelque chose qu'il faut qu'on arrête et qu'on soit concret. Ok. Maintenant, si les gens ont leur opinion, moi, j'ai pas de problème. Je les aime quand même. Il n'y a pas de problème. À la deuxième de choses, la majorité. Vous savez, dans ce pays, je pense qu'il n'y a jamais eu un président qui a juste géré le pays à lui tout seul. Peu importe comment est-ce qu'il est arrivé au pouvoir, il a toujours eu besoin de faire un consensus. Aujourd'hui, comme je dis, ça aurait été facile pour moi de créer un consensus politique avant d'annoncer ma candidature et avoir 40 partis politiques sur une effigie et faire des t-shirts, des casquettes, des bics pendant 35 jours, raconter un narratif qui va endormir la population. Et puis après 35 jours, la même population pour me voir, mathématiques, très difficile. Hein? Vous avez été dans un bureau d'un sénateur, d'un député ou d'un ministre? Vous êtes déjà rentré dans un bureau sans rendez-vous? Ou même avoir un rendez-vous en 2 jours? Très très difficile. Alors pour moi, oui, ça sera une question de faire un consensus au moment opportun. Aujourd'hui, je ne sais pas avec qui ou comment, mais au moment opportun, oui, on va devoir s'asseoir à la table comme des gens civilisés. Aujourd'hui, on est quand même des gens matures. Hein? On ne vit plus dans des bananiers ou ni des manguiers. Hein? On est des hommes intègres. Donc on va s'asseoir comme des gens matures et discuter des opportunités. Et comment changer l'image du politicien congolais? Mais comment changer l'image? J'ai quelque chose qui va peut-être un peu vous choquer. Vous savez, je faisais rire des amis à moi qui sont aussi revenus au pays dans la même tranche de temps que moi. Et eux sont rentrés dans la politique et puis pour certains d'autres se sont perdus. Je disais, aujourd'hui, le Congo est dirigé par une classe politique qui a une moyenne d'âge de 65 à 70 ans. Okay? La population congolaise a une moyenne d'âge de 25 à 30 ans. Donc on est l'idée au Congo par une classe politique qui n'a rien à voir avec la réalité actuelle. Et moi j'aime dire, il faut être un homme de son temps. Hein? Il faut être une femme de son temps. Hein? On est dans un temps technologique, on a un temps où tout va vite, l'information va vite. Vous savez, je parle avec mes fils FaceTime. Hein? C'est comme s'ils étaient à côté de moi, c'est juste que je ne sais pas les toucher. Mais non, très souvent, ce qui me fait rire quand on est avec certains de nos aînés, quand tu leur dis ouais, tu peux me faire un WhatsApp, assistant. Tu veux me faire au Facebook, assistant. Mais ce sont nos papas, nos aînés qui dirigent ce pays, mais qui sont complètement déconnectés de la réalité. À qui vous avez dit vous devez beaucoup de respect? Je dois beaucoup de respect et j'ai une affection mais hors norme, hein, parce que j'apprends beaucoup d'eux. Alors, qu'est-ce que moi je propose? Hein? Demain, Patrice Majone Mwamba est le commandant suprême de la République démocratique du Congo. Je laisse toute cette classe politique où elle est. Je leur donne tous les titres, parce qu'on adore les titres chez nous, hein, excellence, honorable, tout ce qui s'ensuit. Hein. Nous, on n'en a pas grand-chose à faire. Bon, si tu ne m'apportes rien, tu ne sers à rien, avec beaucoup de respect.
Mais certains adorent ces titres. On leur donne ces titres. On leur donne tous les avantages en nature qu'ils ont besoin. Voitures, chaque année qu'ils ont droit à des voitures toutes nouvelles. Maison de fonction, pas de problème. Billets pour vacances avec les enfants et la famille, pas de problème. Mais s'il vous plaît, devenez juste des sages. Donnez juste des conseils à cette nouvelle classe émergente de ce pays. Okay? Et quand vous voyez des pays qui sont émergents sur le continent africain, cette classe politique chez eux ou même dans les affaires, ils n'ont pas 70 ans. C'est souvent des jeunes d'une certaine tranche d'âge, entre 30 et 45 ans. Alors, comme je dis, c'est peut-être un peu différent, mais je pense que cette méthode marcherait. Pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. Aujourd'hui, dans le marché noir au Congo, on perd plus ou moins 10 milliards de dollars qu'on ne sait pas expliquer où ça va. Hein? Vous parlez des chiffres tout à l'heure. Hein? Il y a des gens qui n'arrivent pas à expliquer où l'argent, des mines, là, on ne sait pas où ça va. Hein? Tous des gens très intelligents, mais quand il s'agit de trouver où ça disparaît, ça, ils ne savent pas. Mais ils peuvent te dire qu'est-ce que ça peut produire, mais ils ne savent pas où ça va. Mais maintenant, ça serait une valeur ajoutée pour l'économie du Congo. Parce que si cette classe est prise en charge correctement, mathématiquement, c'est quelque chose qui va peut-être vous choquer, mais quelqu'un qui a 65 ans, 70 ans, il a plus ou moins 15 à 20 ans de force. Okay? Et ça, c'est juste assez de temps pour pouvoir construire ce pays. Ou du moins, monter les bases de ce pays à quelque chose de palpable et de réel. Parce que 5 ans, ce n'est pas assez. Voilà pour ma solution. Il y a une seule question. S'il vous plaît. Donc vous en avez 5 déjà passés. Tout à l'heure, vous avez posé 4. Excusez-moi. Une seule question, je vous en prie. S'il vous plaît, 2. On a très peu de Pardon. temps. La première, en fait, mes questions sont tellement courtes, je pense que les réponses se seront aussi Allez-y, allez-y rapidement. La première est celle de savoir aujourd'hui, la RDC, notre pays, on parle que c'est l'un des pays où la corruption vraiment est enracinée, même on peut dire institutionnalisée. Comment allez-vous faire pour éradiquer ou bien endiguer ces fléaux? La deuxième question est celle de savoir la justice. On dit que la justice, elle est complaisante. D'autres parlent même qu'elle est complice. Comment allez-vous faire aujourd'hui pour rendre notre justice forte? Parce qu'on dit que c'est la justice qui élève la nation. Merci. Très simple, très short, très court. Très simplement, il faut élever les salaires. Vous savez, vous avez un juge qui touche 1 500 $ ou disons même 10 000 $. Et lui doit gérer une affaire dans les mines de Katanga ou je ne sais pas, dans l'immobilier à Kinshasa de 50 millions. Alors lui, il touche 5 000 à 10 000, mais son affaire qu'il doit gérer, c'est il doit prendre une décision sur 50 millions ou 100 millions. Moi, je vous invite à vous mettre à sa place. Qu'est-ce que vous ferez? Alors, si vous voulez éradiquer cette corruption, vous voulez éradiquer cette mal-gouvernance, notamment dans ces 2 fils de travail que vous venez de mentionner, c'est le pouvoir élever les salaires. On doit respecter certaines personnes et leur payer à leur due position. On ne peut pas aujourd'hui... que ce soit aujourd'hui les professeurs qui sont importants pour notre développement, que ce soit aujourd'hui les médecins, que ce soit aujourd'hui les avocats, que ce soit les juges, que ce soit tous ces métiers qui sont extrêmement importants pour la bonne gouvernance d'un pays, ne sont pas payés à leur dû. Aujourd'hui, moi, président du Congo, automatiquement, leur salaire devrait être triplé et quintuplé. Et l'argent, ce n'est pas un problème parce que l'argent, on l'a. Comme je dis, il y a de l'argent qui disparaît, qu'on ne sait pas piner où elles vont. Mais elle disparaît parce que ces mêmes personnes qui sont supposées garantir et protéger cet argent ne sont pas payées correctement. Alors ils doivent survivre. Parce que moi, j'ai toujours posé, s'il vous plaît, donnez-moi une minute. Vous savez, ce qui me choque souvent, alors, vous allez aller chez un juge ou, je ne sais pas, un général ou peu importe, la maison vaut 2 millions de $. Mais le salaire est de 2 000 $. Moi, je dis, ou alors je suis mauvais en mathématiques, ou alors il faut que j'aille trouver qui sont leurs comptables. Parce que c'est difficile à pouvoir joindre les 2 bouts. Mais je vous garantis, vous voyez à Dubaï par exemple, à Dubaï, les officiels de Dubaï qui ne sont pas de la famille royale sont payés dans les millions de $. Le chef de la police de Dubaï par exemple est payé 2 millions de $ par an. Donc comment est-ce que vous allez corrompre un monsieur comme ça? Plus il a tous les avantages de la nature. Parce que lui, tout va déjà bien. Il est vraiment là en train de travailler où on voit les résultats de Dubaï. C'est un exemple palpable. Donc pour moi, aujourd'hui, c'est vraiment la solution à ça. Élever les salaires de toutes ces personnes-là. C'est important. Ce sont des gens qui garantissent aujourd'hui la bonne gouvernance de ce pays, qui garantissent aujourd'hui le développement de ce pays, qui garantissent tellement de choses dans ce pays, mais qui ne sont pas toujours, respectés au point de vue financier et économique parce qu'ils ne sont pas payés à hauteur de leur titre.
Monsieur Majondo, deux petites questions simples. Est-ce que vous avez pris le temps de lire la Constitution? Écoutez, je l'ai lu, mais je ne suis pas l'expert de la Constitution, parce que ce n'est pas mon travail d'être un Mais vous expert. serez président de la République. Oui, bien sûr, je l'ai lu. Est-ce que vous êtes conscient de vos responsabilités en lisant la Constitution? Écoutez, à 44 ans, avec l'expérience que j'ai, je pense que je sais faire la différence entre bon et pas bon, correct et pas correct. Pour répondre à votre question, oui. Pour avoir lu la Constitution, Ouais. vous pensez que cette Constitution, dans sa forme actuelle, elle est compatible avec votre projet de société en tant que candidat? Vous, je vous adore. Hein. Je vous adore parce qu'en fait, avec beaucoup de respect, c'est le Congolais typique. Les Alakaboye. Il ne faut pas qu'on change. Justement parce que je Ça représente va. le peuple qui Oui, n'est pas sur ce plateau. Oui, au peuple congolais, la Constitution, pour moi, aujourd'hui, ce n'est pas le problème. Le problème, ce n'est pas la Constitution congolaise. Le problème, c'est la gouvernance congolaise. Le problème, c'est le Congolais. Okay? Aujourd'hui, il ne faut pas nous distraire avec la Constitution. C'est bien beau, on n'a pas l'énergie pour ça. Aujourd'hui, les jeunes dehors ne veulent pas comprendre la Constitution, ils veulent comprendre comment est-ce qu'ils vont manger ce soir. Nous, on veut trouver des solutions de comment est-ce qu'on va manger ce soir. C'est tout ce qui nous intéresse aujourd'hui. Quand on va trouver cette solution de manger ce soir et comment est-ce que maman et papa seront bien demain, on va parler de la Constitution. Mais aujourd'hui, on va parler de la Constitution. Et puis après, mais non, disons, on va parler de la Constitution. J'amène toute mon équipe, on va s'asseoir, on parle pendant les prochaines 2 semaines de la Constitution. Ça nous avance en quoi? À quoi ça change la situation des gens dehors? À quoi ça change mon chauffeur? À quoi ça change mon garde? À quoi ça change les nounous de mes enfants? Ça change leur vie en quoi actuellement? L'essentiel est que vous l'avez lu. C'était ça mon souci. Ah ben oui, bien sûr, on n'est pas ici... Alors, nous allons on n'est pas tombé dans aborder, une soupe. nous sommes en train d'aller vraiment vers la piste d'atterrissage. Hein. Je ne sais pas dans quel aéroport on va atterrir, mais je vous demande de serrer vos ceintures pour qu'on puisse atterrir, Monsieur Majondo, parce que votre dernier pilier, vous avez dit, c'est quelque chose qui m'a quand même apparu assez étrange. Vous parlez de l'amour entre nous. C'est la première fois que j'entends un politicien mettre dans son programme l'amour. Oui. Est-ce que vous êtes un pasteur? Est-ce que vous êtes un moine? Vous êtes un gourou d'une secte? Non. En fait, l'amour est institutionnellement, et je crois que c'est sérieux quand vous en parlez, et je voudrais que vous puissiez nous dire comment vous allez conjuguer ces troisième piliers. Comment l'homme qui est un loup pour l'homme, dans un pays de grande pauvreté, où c'est les plus forts qui triomphent, ou les plus malins, comment dans un pays où les ressources sont limitées, alors que les besoins sont illimités, comment vous pensez que nous pouvons trouver cette modération? Est-ce que c'est pas utopique, c'est pas du Platon ça? Peut-être à vous, et ça n'engage que vous, Oui. pas pour moi et pas pour beaucoup d'autres qui nous regardent aujourd'hui. Okay? Pourquoi est-ce que l'amour c'est important? Okay? Vous avez vécu les événements qu'on a vus aujourd'hui au Katanga il y a quelques semaines. Vous trouvez ça normal? Vous trouvez ça normal? Vous cautionnez ça? Ce qui se passe aujourd'hui, 1 million de personnes déplacées, pas à l'étranger, dans nos frontières, au Congo, vous trouvez ça normal? Mais je vais vous dire, la raison première de ça, c'est que c'est le champagne pour 5 au lieu d'avoir de l'eau pour 1 million. Parce qu'il n'y a pas d'amour. Alors je ne suis ni pasteur, ni gourou, je n'ai aucun intérêt à le devenir. Mais une chose pour sûre, que je sais ancrée en moi, c'est que si on n'a pas un respect, une affection pour le bonheur de l'autre, on ne pourra jamais avancer. Moi, en tant que Congolais, en tant qu'être humain, okay, je me dois d'être heureux pour toi. Peu importe ce que tu fais, et tu te dois d'être heureux pour madame, et vice-versa. Mais je ne peux pas être là et dire « Ah, mon frère, il a eu la dernière, aïe, c'est compliqué. » Non. Mais chez nous, actuellement, c'est le dilemme et le challenge qu'on a. On est humain, on n'est pas parfait, ça je comprends. Mais ça s'est fait à échelle exponentielle. C'est choquant. C'est choquant. Moi, j'ai vu ce qui s'est passé au Katanga quand j'étais en voyage. Mais ça m'a choqué. Mais c'est basé que le fait qu'il y a des gens qui n'ont pas compris en fait qu'on est identiques, on est les mêmes. Vous savez, quand les gens nous voient à l'étranger, quand l'étranger nous voit, vous et moi, on va marcher dans le port de Monaco. Vous pensez qu'ils vont dire « Ah oui, les deux grands messieurs sont de l'Est du Congo, hein, ils sont des Luba ». Non, ils vont dire « Ah, ça, ce sont peut-être des Congolais parce qu'ils aiment être à l'aise et éventuellement des Africains ». Full stop. Alors comment vous implémentez cela? Comment est-ce que vous avez le pouvoir d'État? Oui. Comment implémenter l'amour entre les Congolais? La jeunesse congolaise, l'amour, elle est là. La jeunesse congolaise, c'est aujourd'hui et c'est demain. Aujourd'hui et c'est demain. Eux, qu'est-ce qu'ils ont besoin de voir? C'est ce qui va se répliquer demain. Okay? Aujourd'hui, ce qu'ils voient aujourd'hui ne leur permettent pas justement d'avoir quelque chose de cohérent et de concret.
Vous savez, humainement parlant, si vous n'arrivez pas à manger tous les jours, si vous avez du temps dur pour tout, vous savez qu'il y a des gens dans ce pays qui n'ont jamais fait on and off de l'électricité. Vous êtes conscient de ça? Ils n'ont jamais expérimenté le on and off. OK? Mais si on peut créer cette énergie-là, et quand je dis créer cette énergie-là, ça ne va pas se faire demain. Mais si on peut déjà commencer à implémenter, tu vois, comme je dis, des véhicules, mais pour être plus simple avec toi, des plateformes qui peuvent permettre cette jeunesse à avoir l'espérance, à avoir une identité, l'identité congolaise, l'identité africaine. Mais l'amour, elle vient avec, parce que tu es fier de qui tu es, tu aimes. Pourquoi est-ce que... Écoutez, moi je vais à mon club de golf, tout le monde, il n'y a pas de racisme. Il n'y a pas de racisme, tout le monde s'aime. Parce que tout le monde a à manger, tout le monde a à boire, tout le monde des affaires, ça fonctionne. Donc il n'y a pas d'intérêt que je dise, toi je t'aime pas. On s'aime. Voilà. L'amour, c'est cette jeunesse. On doit se concentrer sur elle. On doit mettre notre énergie sur elle. Elle est la clé de notre bonheur dans ce pays. Et tant qu'on va les ignorer, tant qu'on ne va pas prendre attention à leurs cris, tant qu'on ne fera pas attention à leurs cris, ça sera difficile. On aura ce genre de débat, d'échange pendant 1000 ans. Hein? Mais comme je dis encore une fois, comme on me dit, depuis que j'ai fait mon annonce officielle, tout ce que j'entends c'est pourquoi, pour Nanini, Awezala Kaboye. Mais non, tu es naïf, tu ne sais pas. Je dis, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Au moins, j'essaye. Toi, tu fais quoi? Toi qui me critiques, toi qui me dis pourquoi est-ce que je fais ça. Toi, tu fais quoi? Montre-moi quelque chose que tu fais qui peut me dire, voilà, tu sais quoi, Patrice Majondo, peut-être, tu vois, reste là au golf, là, au club de golf en Gombe, on va jouer au club de golf, boire tout. Pardon, peut-être ils pensent que votre candidature est fantaisiste. Mais alors, s'ils pensent ça, qu'eux font quelque chose que l'on peut voir et juger que non, ils font quelque chose. Moi, aujourd'hui, je suis assis devant vous. Je suis assis devant vous, je suis assis devant la nation. Et je m'exprime. Et j'essaie d'articuler qu'est-ce que je propose à la nation. Mais non, est-ce que j'ai raison? Peut-être, peut-être pas. Très bien, mais alors moi, j'essaie. Les toutes dernières, hein. Vraiment, je sens que Myriam là bouillonne. Les toutes dernières, une seule question par personne et puis on clôture. Je vous en prie. En tout cas, une seule question. Brève et concise. Voilà. Monsieur Majondo, votre souhait est que cette population qui vous regarde, qui va peut-être vous élire le 20 décembre, mange à sa faim. Oui. Mais cette population vit dans le noir. Et puis elle n'a pas d'eau potable. Demain, elle attendra de vous de solutions. Oui. Qu'est-ce que vous leur apporterez comme solution? Comme je dis, la solution, on l'a déjà. Les investisseurs, ils tapent à la porte ici, au Congo. Même pour nous, il faut que les investisseurs tapent comme ça le coup dans les robinets. Mais toi, tu as l'expertise de ça? Tu peux me donner, honnêtement. On les connaît, la régie des eaux. Hein, on connaît même certains de ces leaders. Ou en tout cas, fut certains des leaders. Hein, les gens qui ont construit, qui ont mis en place cette structure qu'on appelle aujourd'hui la régie des eaux. OK? Aujourd'hui, ils sont où? Ils sont où? Mais non, mais il faut être pragmatique, il faut être honnête avec soi-même. Oui, les gens sont prêts pour venir. Il faut qu'on les laisse venir en paix. Il ne faut pas les embêter. Il ne faut pas qu'ils arrivent ici, Matabishi. 2 mois ci, il faut une Jeep là-bas. Il faut arrêter ça. Donc en attendant que les investisseurs arrivent, ils peuvent manquer de l'eau, ils vont continuer à vivre dans le noir. Vous faites quoi? En attendant, leur président sera au palais de la nation. Non, actuellement, on fait quoi? On fait quoi? Jusque maintenant, depuis c'est vous qui êtes candidat. Mais moi, je ne les suis pas. Ma question, c'est que les solutions, elles sont là, à la porte. Toc, toc, toc. Toc, toc, on doit rentrer. On arrive. On peut rentrer. On peut laisser nous rentrer. Pesanga Matabishi. Pesanga Patrice. Myriam, je vous en prie. Oui, M. Majondo, au nom de cet amour, comment allez-vous aujourd'hui protéger ces milliers de femmes et enfants qui sont aujourd'hui considérés comme les premières victimes de l'insécurité à l'est du pays? Parce que selon l'ONU, selon les organisations internationales, il y a une grande partie de la population congolaise, en majorité les femmes et enfants, qui vivent dans des conditions très difficiles et sans assistance. Mais comme je disais, il faut résoudre ce problème d'incompréhension qu'on a entre nous et nos voisins. C'est la seule solution qu'on peut résoudre ce problème-là. Je parle de l'assistance, parce qu'aujourd'hui, quand vous serez élu le 20 décembre, vous trouverez ces populations-là dans ces conditions-là. Qu'allez-vous faire en premier lieu? En premier lieu, je pense qu'aujourd'hui, on a accès à pas mal de fonds internationaux. Mais je pense que ces fonds internationaux sont toujours redirectés. Vous visez que l'extérieur. De vous-même, vous ne pouvez pas trouver une solution dans les médias? Maman, dans les médias, il faut l'argent, oui ou non? Est-ce que la RDC manque d'argent? L'argent pour aller... aujourd'hui, on a 1 million plus déplacés au Congo, à l'Est. Vous l'avez visité? Moi, j'ai visité ça. Et je vous enverrai les photos. J'ai visité ça. J'ai mis mes mains dans ces affaires-là, très sales. Moi, je l'ai fait.
Vous allez les faire avec la bouche, avec des rêves? Il faut de l'argent pour ça. Est-ce que l'argent manque au Congo ou bien c'est la volonté? Mais comme je disais tout à l'heure, ça rejoint la mauvaise gouvernance de ce pays, actuellement. Et la mauvaise gouvernance, ce n'est pas le chef de l'État, ce n'est pas le chef de l'état-major. Non, ce sont les ministres, certains officiels. C'est eux qui sont de tutelle. Ce sont les personnes de tutelle. Nous sommes en train d'atterrir, ne faites pas passer par les turbulences. Nous sommes en train d'atterrir, voilà. Je vous en prie, Oscar. Nous sommes en train d'atterrir, merci William. Nous sommes en train d'atterrir. Patrice Majondo Mwamba, candidat indépendant. Nous passons cette émission le premier jour de la campagne électorale en RDC. Si ce n'est pas, ça ne dénote pas de la stratégie, vous allez commencer par où? Est-ce que vous avez tout le moyen de sillonner les pays, un si grand pays comme un continent? Vous savez, je vais vous dire une confidente. On s'est donné les moyens de nos ambitions. Qu'est-ce qui s'est passé quand j'ai visité récemment l'Est? Comme je disais à madame, j'ai mis mes pieds là. Et c'est très sale. Très très sale. Inhumain. Moi j'étais avec madame, avec ma femme. On est là-bas. On a pris des photos. On a eu des émotions qu'on devait avoir. Parce qu'en fait, quand on était à Goma, il y avait des gens qui travaillaient pour nous, à la maison, qui se sont retrouvés là-bas. Et ils n'ont pas de solution. Il n'y a pas de « oh, Nakobenga papa », il n'y a pas de ça. OK? On s'est donné les moyens de nos ambitions. Mais après avoir visualisé tout ça, après avoir vécu tout ça, j'ai dit à mon équipe de campagne, OK? J'ai dit, on va changer toute cette affaire-là. On va mener une campagne comme dans ce pays, on n'a jamais vu. Et tout le monde me dit que tu es fou, tu es naïf. OK, il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, je suis intéressé par des Congolais qui sont concernés comme moi. OK? On ne va pas faire une campagne avec des t-shirts, on ne va pas faire une campagne avec des casquettes, on ne va pas faire une campagne avec des bics, on ne va pas faire une campagne avec de Coca-Cola, Fanta ou sandwich. On fera une campagne avec des Congolais qui sont concernés et qui veulent venir parce qu'ils veulent changer les conditions de ce pays. Est-ce que vous pensez que ça va porter surtout que le Congolais mène une vie de précarité dans la majorité? Mon frère, écoute, moi quand j'ai fini ça là, je veux dormir chez moi, j'ai un grand lit, ok? J'adore le vin, j'adore le cigare, et ça ne va pas m'empêcher en fait de faire ce que j'aime faire dès le départ. Je le fais parce que je suis humain, je suis concerné de la situation du pays. Et c'est pour ça que j'ai décidé de me mettre dans cette position. Mais non, c'est à vous de vouloir. Si vous voulez changer le pays, je suis à vous. Je me mets devant. Je suis la cible. Patrice Majondo Mwamba, je suis la cible. Je porterai ce flambeau, je porterai ce drapeau congolais avec beaucoup de fierté et beaucoup de courage. Je le ferai. Mais en ce qui me concerne personnellement, si rien ne se fait, ça c'est pas à moi, c'est chacun son truc. Mais moi, le soir, je sais où je veux dormir. Mon foufou, il est garanti. J'adore le foufou. Mon foufou est garanti. Le foufou de mes enfants sont garantis. Qu'on soit clair. Alors, ce type de campagne, comme je dis, ça sera tout nouveau ici. Et toute mon équipe de campagne a dit non, il faut. Ils avaient déjà commandé 100 000 t-shirts, les pagnes ici, ton visage. J'ai dit ok, ça c'est bien. À Kinshasa, il y a combien de postulants aujourd'hui entre députés, sénateurs et la présidentielle? Il y a peut-être plus de 100 personnes. C'est-à-dire que lundi, ils vont venir chez Patrice Mwamba, mardi, ils vont aller chez madame, mercredi chez notre frère, jeudi chez notre frère, la semaine prochaine, rebelote, ça va durer 3 semaines, 5 semaines. Après 5 semaines, nous tous là, on ne va jamais les revoir encore. Eux, ils vont juste commencer à faire des histoires. Ah, tango, quand j'avais fait. Non, ça ne m'intéresse pas. Aujourd'hui, excuse-moi, donne-moi une minute. Aujourd'hui, Patrice Majondo Mwamba l'accompagne. Notre Congo, notre fierté en français, en anglais. Our Congo, our proud. Ça sera une campagne des personnes qui sont intègres, des personnes qui sont réellement concernées et qui veulent vraiment changer. Et si tu n'es pas dans cette dynamique, on n'a pas besoin de toi, respectueusement et avec beaucoup d'amour. Que tu m'aimes, je t'aime. Que tu ne m'aimes pas, je t'aime. Que tu me connaisses, je t'aime. Que tu ne me connaisses pas, je t'aime. Parce que moi, où je suis aujourd'hui, je n'ai que l'amour à donner. C'est la valeur que j'ai aujourd'hui, que l'amour à donner. Merci Patrice Majondo Mwamba de nous avoir amenés jusqu'à bon port. Nous y sommes. Mais on n'a pas encore ouvert les écoutilles. On dit aux voyageurs, ne bougez pas de votre siège tant qu'on n'a pas ouvert les écoutilles. Avant de les ouvrir, nous avons besoin de votre dernier mot. Vous allez regarder la caméra et regarder ce peuple. Vous avez démontré tout au long de cette interview vos préoccupations les plus importantes et vos offres. Maintenant, vous allez leur dire en quelques mots pourquoi ils vont voter pour vous. Pourquoi ces jours-là, ils auront besoin
d'apporter leur voix à votre nom et à votre projet. Vous allez les regarder. Tout à l'heure, je voulais que vous parliez dans une de nos langues, mais vous avez dit que vous parlez dans la langue qui concerne tout le monde. Donc, parlez dans 2 minutes pour terminer cette émission. Regardez la caméra et dites quelque chose que vous n'avez pas encore dit, qui vient du fond de vous, ou répétez ce que vous avez dit, ou insistez sur ce que vous pensez être. Ils peuvent tout oublier, sauf ce que vous allez bientôt dire. Je vous en prie. Merci beaucoup. À vous, mes chers compatriotes, Congolais, Congolaises. Chez vous, derrière cet écran que vous nous regardez aujourd'hui, je n'ai pas beaucoup à dire. Je suis aujourd'hui devant vous parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, je suis un Congolais concerné. J'en ai assez. C'est un ras-le-bol. C'est un cri de ras-le-bol. Et je sais pour un fact que je ne suis pas seul dans cette position. Je connais vos inquiétudes. Je connais vos peurs. Et aujourd'hui, je me mets debout, à côté de vous, avec vous. Mais j'ai besoin de vous pour qu'on puisse atteindre nos objectifs. Seul, on peut aller loin. Ensemble, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite ensemble. Aujourd'hui, je vous implore, je vous demande de prendre votre conscience en main et de faire le choix qu'il faut. Et le choix qu'il faut, c'est le numéro 12, Patrice Majono Mwamba. Avec beaucoup d'amour, beaucoup d'affection et beaucoup de respect, j'ai vraiment hâte de vous revoir très bientôt, pas loin de chez vous, où je serai en train de faire ma campagne et de vous rencontrer en personne. Merci beaucoup. Nous pouvons nous lever ensemble pour dire au revoir à notre invité.